Alors, pourquoi je dis des hommes nouveaux? Et je voudrais, dans cette partie, vous montrer carte en main, et je pense que ce n'est pas inutile de s'y attarder, et intéressant, parce que vous verrez, c'est un peu un avant-goût de ce que révélerait une commission PECORA française, une commission d'enquête parlementaire. Je vais vous parler de quelqu'un qui était sur une photo de Paris Match fin septembre 2008. Vous aviez Christine Lagarde, ministre de l'économie, ses collaborateurs, avec François Pérolle, conseiller économique de Nicolas Sarkozy, lui-même venant des milieux banquiers d'affaires. Vous aviez tous ces gens-là qui travaillaient au sauvetage de Dexia, qui le lendemain sera recapitalisé. Et autour d'eux, au cœur de cette réunion, on peut reconnaître sur la photo quelqu'un que tous les autres écoutent, qui est celui qui donne des indications, qui donne les orientations. Vous pouvez retrouver sa photo dans le journal du dimanche, il y tient la chronique de science-fiction. Il s'appelle Michel Peybraud. Donc vous avez cet homme de pouvoir. Alors, que je vous dise, son pédigré, Institut Aspen France, Louis le Grand, Polytechnique, l'ENA. Membre de l'International Advisory Panel de l'autorité monétaire de Singapour et de l'International Markets Advisory Committee de la Federal Reserve de New York, où il a très bien connu Timothy Geithner, l'ange gardien de Wall Street dans le gouvernement Obama. Donc voilà le lien, ce qu'est cet homme. Il est président du conseil d'administration de BNP Paribas. Influence énorme. Dans cette affaire Dexia, c'est lui qui prêtera au gouvernement Pierre Marini, membre du comité exécutif de la BNP Paribas, pour être, début octobre, directeur général de Dexia. Donc, celui qui a participé comme banquier à la remise en ordre dans une banque concurrente impose un dirigeant avec le gouvernement, avec Christine Lagarde qui veut faire du vélo quand on n'a pas de voiture. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Et ce même Pierre Marini, dans les années 1990, car j'ai la mémoire longue, il était quoi? Directeur de cabinet au ministère du Budget. De qui? D'un certain Nicolas Sarkozy. Voilà comment ça marche, l'inceste en France. Moi, je n'appelle ça pas l'inceste, l'insieste. Parce qu'on dort sur cette crise. Et c'est épouvantable. Alors, on revient à BNP Paribas et à Peybraud. Peybraud avait dénoncé les malversations financières et exigé un comportement éthique, une rigueur budgétaire bien fondée. À la tête d'une commission transpartisane d'une vingtaine de personnalités, il avait tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la dette française pendant notre campagne présidentielle de 2006-2007. Et ce chantage l'avait remporté. Aucun candidat présidentiel prétendument sérieux n'avait osé préparer un programme qui aurait pu dégrader les finances publiques. Pas de dépenses nouvelles. L'équilibre, 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 comme un cabri. Et pas plus de dépenses. Michel Peybraud, n'en rajoutons plus, est président du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Sciences Po, ceux qui y sont devraient y réfléchir, et dirigeait l'Institut de l'entreprise pour peser sur la campagne électorale. C'est l'Institut de l'entreprise qui a obligé les candidats à chiffrer leurs propositions. Faites de la comptabilité, faites des statistiques, c'est le pied, comme dirait Keynes. Le reste, je ne veux pas le savoir. C'est pas mon affaire. Le surendettement de la France pour justifier la rigueur financière. L'influence de cet homme, et c'est pour ça que je mentionne, reflète bien la courroie de transmission entre l'oligarchie financière internationale, dominée par les mœurs de la City, la Banque française et nos responsables politiques. Les mêmes, ou du moins leurs descendants, sont ceux qui ont empêché Léon Blum, en 1936, d'adapter en France la politique de Roosevelt. Blum était un ami de Roosevelt. Il faut bien le voir. Et c'est lui qui a défendu De Gaulle auprès de Roosevelt en 1942, de sa prison de Rion. Donc c'est l'homme estimable qu'était Blum. Ce n'était pas un grand caractère, mais c'est un homme tout à fait estimable. Il n'y en a plus, pratiquement plus aujourd'hui. Donc, évidemment, ce qu'on disait à l'époque, c'était « Monsieur Blum, trop de dépenses, il faut sauver la monnaie, il faut avoir un franc qui marche ». Et ceux qui aujourd'hui bloquent l'initiative que pourrait prendre notre pays, un système de crédit productif public, disent la même chose. Or, tout ce que dit Peybraud est faux ou, disons, biaisé. Il falsifie la réalité. Première falsification. On ne peut pas raisonner à partir d'une monnaie ou de statistiques.
Nous l'avons vu. Il faut penser à partir de l'appareil économique de base, la compétence des hommes, l'équipement des hommes et de la nature, encore une fois, la production. Pebro, comme Trichet, raisonne en termes monétaires et statistiques, comme si l'économie n'avait rien à voir avec la science physique. Rien pour eux. Il a pourtant fait Polytechnique, vous me direz. Mais comme la plupart des polytechniciens qui ont réussi, il est devenu administrateur financier. Voilà. Deuxièmement, la dette de la France, c'est un mensonge, n'est pas exceptionnel. Si on regarde la dette de la France, eh bien, en ce qui concerne l'endettement total, en 2006, les chiffres sont un peu différents et meilleurs pour la France en 2007 et 2008, mais on ne dispose vraiment que de 2006. La France, l'endettement de la dette publique, c'est 63%, l'Allemagne 67%, l'Espagne, il est vrai, 39%, la Grande-Bretagne 39%, et l'Italie 106%. On dit ces méchants Italiens font n'importe quoi, les Belges font n'importe quoi, la France c'est pas bien, et alors les bons élèves, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Hein? Vous voyez un peu ce qui arrive aujourd'hui? Maintenant, prenons la dette des ménages. France 45%, Allemagne 68%, Espagne 84%, Grande-Bretagne 107%. Et faisons la dette totale, c'est la France qui est le moins endettée. Et Pebrov, c'est centage au surendettement. Ça veut pas dire que c'est bien, hein? L'endettement de la France, c'est un mauvais endettement. Mais c'est 181%, la dette des ménages, plus la dette des entreprises non financières, plus l'endettement public, 181%. L'Allemagne à peu près pareil, 192, nous sommes les deux mieux. L'Espagne, 227, la Grande-Bretagne, 234. Voilà, c'est ce qu'on disait, la Grande-Bretagne et l'Espagne, ça va bien. Voilà la réalité. Et la France a trois atouts: notre équipement, nos transports publics à grande vitesse, nos TGV à grande vitesse, le réseau routier et l'énergie nucléaire. Nous avons ces atouts. On a un crédit hypothécaire et un endettement des ménages qui ont été peu développés, comme nous l'avons vu, 45% pour l'endettement des ménages. En fait, c'est les ménages, tous azimuts, c'est les ménages et les entreprises, 45%. C'est conçu de cette façon. Si on regardait que les ménages, c'est à peu près, en fait, c'est à peu près le même chiffre, c'est vrai. Les ménages en tant que ménages, consommateurs individuels. Le taux d'épargne global, en pourcentage du produit intérieur brut, c'est pour la France donc 20,42, pour l'Allemagne 23,83, toujours en 2007, et en Grande-Bretagne 13,63 et 13,62 aux États-Unis. En fait, c'est beaucoup moins depuis, et le taux d'épargne est devenu pratiquement négatif aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc la France elle-même a encore un peu quelque chose. Pebro, aucune importance, il ne considère pas ces facteurs. La France est surendettée, ne dépensons plus, ayons une politique d'austérité sociale et fiscale. Troisième falsification. Ce Pebro se prétendait très vertueux, avec l'autre dirigeant de Paribas, Baudouin Pro. Bon, M. Fillon, M. Sarkozy disent il faut qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux. Leur conseiller principal, M. Pebro, en matière financière, sa banque, BNP Paribas, possède 50% de Fauchier Partners, qui est une entreprise de hedge funds basée à Londres. BNP Paribas propose à ses clients des placements alternatifs et de produits structurés par sa filiale Paribas Asset Management. BNP Paribas est présente, je vous l'ai dit, dans le paradis fiscal de Jersey, où elle a acheté une joint venture de la Royal Bank de Scotland et de la Banque de New York. Elle gère à peu près 50 milliards là-bas, c'est-à-dire en unité de compte, un Madoff. Monsieur Baudouin Pro finance depuis 2005 le Center for Hedge Funds, Research and Education de la London Business School. Et la Société Générale, le Crédit Agricole, Natixis sont moins engagés, mais tout de même, le Crédit Agricole et Natixis président ensemble KCIS, qui est le 8e administrateur de hedge funds aux États-Unis. Quatrième falsification, BNP Paribas, dit-on, est l'une des banques européennes les mieux gérées, celle qui a sorti le mieux de la crise. En fait, elle porte ce qu'on appelle chez les financiers des mines cachées, qui ont ou vont exploser. Elle n'a pas réalisé d'augmentation de capital. Donc cette banque et ce banquier qui ont condamné les dépenses publiques vont tout de suite recevoir en 2 fois une dépense publique, une aide étatique de 5 milliards d'euros qu'elles n'ont pas refusée. Cet homme vertueux n'a pas refusé, même s'il a renoncé personnellement à son bonus. Il a dit Sarkozy met beaucoup de pression, on doit renoncer au bonus. Et il se contente d'un salaire annuel fixe de 700 000 euros par an. Une paille. Cinquième falsification, la question des dividendes et des prises de contrôle. Ces banques françaises que l'État capitalise
en garantissant des titres de créance et en intervenant dans les capitaux propres, les recapitalise. Pas de présence du gouvernement dans les conseils d'administration. Des titres sans droit de vote pour l'État. Comme extraordinaire. Et ces banques continuent à verser ces dividendes, je vous l'ai dit, 7 milliards en 2008. L'État aide donc les banques à renforcer leurs ports propres pour rémunérer leurs actionnaires et entreprendre des opérations comme la prise de contrôle de Fortis par BNP Paribas. C'était prévu, ça n'a pas marché, mais il y avait 5,5 milliards en cash d'euros, qui étaient en réalité correspondant à 5 milliards de l'État, et le reste étant en titres, environ 9 milliards. Sixième falsification, les banques disent on ne peut pas accorder de crédit aux consommateurs, aux acheteurs de logements et aux entreprises, parce que nous avons des problèmes de trésorerie. En fait, il y a bien la crise, il y a un ralentissement d'activité, et les banquiers, ça c'est la réalité, ont cherché à compenser leurs pertes en montant total de chiffre d'affaires par un gain opération par opération. Dans les deux sens, aux deux taux, les taux auxquels ils se refinancent, l'argent emprunté pour reprêter ensuite à leurs clients, c'est la fonction d'une banque, qui est devenu très bas grâce à l'intervention des États et des banques centrales. Et les taux auxquels ils prêtent prêtent moins, autant prêter plus cher, même si ça ruine l'économie. Ce qui fait qu'ils ont de l'argent qui leur coûte moins, et ils prêtent pour plus, en intérêt. Et là, vous avez un document que publie le Canard enchaîné, d'ailleurs, de Statinfo, le document officiel de la Banque de France, publié le 13 janvier. Et alors on voit, pour les particuliers, l'évolution du gain, c'est-à-dire de la marge qu'ont les banques entre ce qu'elles empruntent et ce qu'elles prêtent. La marge commerciale, ça s'appelle. Délicat nom pour l'organisation d'une sorte d'escroquerie financière. Donc plus 15,6% pour les découverts et les crédits à particuliers, plus 44,5% dans les prêts à consommation, les prêts de trésorerie plus 69,3% et les prêts pour investissement plus 82%. Voilà l'accroissement de leur marge commerciale. Ça va mal, non? Donc, voilà de quoi justifier la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur les agissements des banquiers. Il est utile que le 20 janvier, Nicolas Sarkozy ait convoqué les banquiers et apparemment les ait sermonnés. Mais il ne leur a pas demandé de réduire les dividendes. Il est utile que M. Ricol ait été nommé au crédit, Monsieur Crédit, intermédiaire entre les banques et les petites et moyennes entreprises, pour que l'argent versé par l'État aux banques aille aux petites et moyennes entreprises. Mais à cela, il n'y a aucun instrument ni de coercition, ni de contrôle qui soit exercé sur les banques, puisque M. Pébreau est le conseiller, et que règne l'inceste financier, comme nous l'avons vu, on a un climat de faux et d'usage de faux. Voilà la réalité. Il est tout de même donc anormal que les banquiers français qui ne font que répéter que leurs groupes vont bien soient d'accord pour recevoir de l'argent public, mais traînent les pieds quand il s'agit de financer les entreprises. Alors il n'y a que trois hypothèses par rapport à ça. Première hypothèse, ou bien ils vont pas si bien que ça, pas si bien qu'ils le disent en raison de la crise internationale, ou bien ils gagnent de l'argent grâce à la crise au détriment des contribuables et des citoyens, ou bien dans l'engrenage une fuite en avant permanente. C'est les deux à la fois et c'est ce que je pense. C'est pourquoi ici et maintenant, il est nécessaire que les banquiers, pour qu'on sache, soient interrogés par les représentants du peuple au cours d'auditions qui soient retransmises par les chaînes publiques de télévision. Ça, c'est la commission Pécora. Cet examen a pour objet de déterminer ce qui est légitime dans le fonctionnement des banques. On appelle ça l'aspect chartered aux États-Unis, et ce qui est illégitime, qui est l'imprudence irresponsable, les opérations exotiques des banquiers. Et il faut les séparer. Pour les opérations légitimes, d'accord, il faut tout faire pour que ce soit maintenu et aidé. Pour les autres, comme dit Larouche, à la poubelle. Plus de ça. L'État ne doit pas faire payer les citoyens en absorbant les créances douteuses de ceux qui se sont égarés, soyons diplomatiques sur le terme, mais faire constater leur absence de valeur et les éliminer dans l'intérêt général. C'est nécessaire. Ensuite, réquisition temporaire des banques, pour s'assurer qu'elles font réellement leur métier d'alimenter l'économie.
Cela a des précédents. Aux États-Unis, c'est la commission Pecora, 33-34, de l'administration Roosevelt, qui a permis de créer la base publique de soutien aux mesures qui allaient venir de Roosevelt, parce que le peuple voyait, on avait confiance au peuple, c'est pas le monarque Sarkozy recevant les gens et les banquiers, et le peuple lit des articles dans le Parisien ou dans Aujourd'hui et comprend à peu près rien. Donc quelque chose qui fonctionne face au peuple, et cette réquisition temporaire des banques afin de s'assurer qu'elles alimentent légitimement l'économie. Donc les réquisitions, il y a un précédent, c'est l'esprit du programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944, et c'est le préambule de notre Constitution. Ça a été appliqué par l'ordonnance de 1945 sur les logements. Ça a été appliqué pour certaines entreprises en France en 1945.